Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Farida, bienvenue à ce Bonjour nouveau Judith, bonjour à tous. Voilà, nous vous attendons nombreux. Vous êtes déjà 22 dans la salle virtuelle. Merci de nous dire comme d'habitude si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Encore une fois, n'hésitez pas à télécharger les documents qui sont dans l'onglet les documents. Alors, si tu veux bien, Farida, quand chacune s'exprime l'une ou l'autre, on coupe notre micro. Voilà. Très bien. Très bien. Tu as bien fait de me le dire. Oui. Voilà. Écoutez, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session sur une thématique qui vous concerne de plein pied, n'est-ce pas, ou en plein cœur, je dirais, c'est-à-dire la connaissance et la reconnaissance du métier d'assistante sociale. Alors, c'est vrai que l'ambition est assez vaste, de traiter en 1 heure, on va dire, l'arc-en-ciel de tous les aspects du métier d'assistante sociale aujourd'hui, en fin 2021. Mais l'actualité récente, notamment le meurtre d'Audrey Adam, a commandé pour moi une forme d'obligation, moi qui travaille avec vous ou collabore sur de nombreux dossiers et au gré des petits déjeuners juridiques des webinaires, un webinaire sur ce thème-là. Et bien évidemment, je ne pouvais pas animer un webinaire sur la connaissance et la reconnaissance du métier d'assistante sociale sans avoir auprès de moi une assistante sociale. Et j'ai le plaisir de vous présenter Farida Melouli, qui pour certains est une de vos collègues, qui est assistante sociale, qui a un diplôme en ingénierie sociale, qui est référente handicap dans le privé et dans le public, et qui travaille aussi au sein d'une association qui s'occupe des discriminations au sein de l'entreprise. Mais je te laisse te présenter plus amplement, Farida. Oui, merci Judith. Oui, alors effectivement, je pense que je vais retrouver pas mal de monde aujourd'hui. Je suis en activité, je suis assistante sociale du travail actuellement et j'ai effectivement passé un diplôme d'ingénierie sociale et je suis référente handicap, secteur privé, secteur public. C'est une formation, c'est un DU universitaire et j'ai été également correspondante handicap au sein d'une université. Donc pour tout ce qui est bien sûr l'accessibilité et puis la prise en charge du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. J'ai aussi coordonné et animé des réseaux dans le Val-de-Marne. Donc je pense qu'un réseau qui s'appelait par exemple assistante sociale du travail et assistante sociale du personnel, et je pense qu'aujourd'hui je vais peut-être retrouver beaucoup d'entre eux, excusez-moi. Donc voilà, donc effectivement avec un parcours maintenant assez long, d'un parcours aussi en secteur, et puis voilà, pour ce qui est de mes activités et cette association dont je suis membre et qui est chargée de lutte contre toutes les discriminations, toutes les formes de discrimination, comme ainsi que le harcèlement moral et sexuel, et aussi les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles. Donc nous avons une équipe et nous formons les bénévoles pour accueillir la parole du public, voilà, pour aller vers soit un suivi juridique, soit un suivi psychologique. Enfin voilà, et on les accompagne un peu dans cette thématique-là. Voilà pour mes activités. Merci beaucoup Farida. Alors pour enchaîner immédiatement, alors je sais que la plupart de nos participants sont sachants puisqu'ils sont pour la plupart assistants sociaux, mais pas tous. On a certains médecins du travail, certains RH. Est-ce que tu pourrais nous rappeler dans les grandes lignes qu'est-ce que le métier d'assistante sociale et la différence notamment entre assistante sociale du travail et assistante sociale du personnel, et en ajoutant aussi une troisième catégorie qui est l'assistance sociale interentreprise. Oui, alors assistante sociale, c'est effectivement un métier qui est voué dans la prise en charge et l'aide des publics, de tous les publics, donc une grande diversité de publics. Et on pourrait dire, et ça on verra dans le chat si les participants partagent cette vision, c'est globalement dans ce qui traverse assistante sociale de secteur, assistante sociale voilà, de polyvalence du travail ou interentreprise, comme tu le dis, c'est de lutter contre les précarités
et surtout de viser à l'amélioration des conditions, alors de vie, de travail, de santé, voilà, quel que soit le domaine où on est, des publics pour lesquels on intervient. Donc, on vise à améliorer un peu le quotidien, les situations. Donc ça, c'est, on va dire, un peu voilà, hein, la visée, l'objectif du métier. Et puis après, ça passe par voilà, l'accueil du public, donc l'accueil, l'écoute, l'empathie, l'ouverture des droits, l'accès aux soins, l'accès aux droits, je vous l'ai déjà dit, donc l'accès aux droits, la prise en charge des publics, l'accompagnement, voilà, hein, dans toutes ces formes. C'est un petit peu voilà, voilà, le métier d'assistante sociale, c'est en tout cas la formation nous amène à cela. Ensuite, quand on arrive sur le terrain, on a plusieurs choix. Alors, et certainement aujourd'hui, il doit y avoir une grande diversité de public, c'est-à-dire voilà, on peut être en polyvalence de secteur, donc plutôt sur un service social départemental avec voilà, un accueil de très très large du public, du public d'une ville en général ou d'un secteur ou de regroupement de villes. On peut être assistante sociale dans une association, dans un centre médico-psychologique, en hôpital, et on peut être assistante sociale des personnels ou du travail. Et là, on est ou interentreprise, ça se ressemble. Je connais moins le privé, donc s'il y en a qui veulent s'exprimer surtout et corriger, apporter des compléments surtout, qu'ils n'hésitent pas. Mais c'est vrai que, alors, sur cet aspect-là, assistante sociale du personnel et du travail, pourquoi cette nuance est très bon, ça pourrait mériter un webinaire en entier, tellement c'est particulier et pourquoi ces deux termes. Mais là, l'assistant social va se trouver en fait entre les deux, c'est-à-dire entre la prise en charge du public, il va être l'interlocuteur pour les agents, les salariés, ça dépend comment on les appelle, et l'interlocuteur des collectivités, donc de l'employeur. Donc soit en direct, l'assistante sociale peut être recrutée par l'employeur directement ou mise à disposition par un prestataire, c'est ce qui est le cas en ce qui me concerne dans la fonction publique, puisque je suis mise à disposition dans les collectivités via le CIG de la Petite Couronne. Donc, et voilà, ça change un peu la place. Et c'est vrai que là, l'assistance sociale se retrouve un petit peu, si vous me permettez l'image, un peu en sandwich, puisqu'il va être là donc, pour l'intérêt des agents, lutter pour le maintien dans l'emploi, pour l'aider, l'accompagnement social, économique et toute l'interface vie privée, vie professionnelle. Et en même temps, il est l'interlocuteur de l'employeur. Donc parfois, voilà, ces deux aspects ne cohabitent pas toujours très très bien et peuvent être compliqués et peuvent amener, on reviendra dans le sujet après, peuvent amener aussi des difficultés pour le travailleur social, pour maintenir les droits et en tout cas le maintien dans l'emploi des salariés ou de l'agent, et peut être partagé. Il peut y avoir aussi des conflits de valeurs, un problème aussi au niveau de son éthique, pour à la fois partager la visée de l'employeur et l'intérêt de l'agent. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur ces aspects-là. Merci beaucoup, oui. Farida, pour ce panorama très, très précis et synthétique du métier d'assistante sociale. Alors, pour rentrer véritablement dans le vif du sujet, je vais faire passer une très courte vidéo d'1 minute 30 qui a été tournée lors d'une manifestation de nombreuses assistantes sociales à Nantes, là où travaillait Audrey Adam, l'assistante sociale qui a été tuée le 12 mai dans l'exercice de ses fonctions et qui a été passée sous silence médiatique. Et ce petit extrait d'un reportage est très symptomatique des sujets que nous souhaitons aborder. Alors, je t'invite à fermer ton micro, Farida. Oh, pardon, excuse-moi. Et à le rallumer quand je t'interpellerai. Attends, excuse-moi. C'est parfait, très bien. Donc, on ferme nos micros pour passer les vidéos et je vous invite à rebondir dans le chat suite à la diffusion de la vidéo.
toute petite seconde. La vidéo que j'avais mise a disparu. Alors, 1 minute, je vous la remets tout de suite. Vous allez voir, ça me semble très intéressant et très, très, très édifiant. Ce sont des collègues, des confrères, de Nantes ou de plus loin. 4 jours après le drame, l'émotion est toujours là et le besoin de se retrouver unis ensemble. Je suis aussi travailleuse sociale et je considère qu'on doit être solidaire dans ces moments-là et que le travail social n'est pas un travail facile. Les gens manquent de repères, ils ont des grosses difficultés. On a du mal à leur faire admettre qu'ils ont des droits mais également des devoirs. Hein. C'est vrai que c'est très difficile. Ouais. Moi-même, j'étais agressée l'an dernier. Il faudrait que les pouvoirs publics se rendent compte qu'on est confronté à une population de plus en précarité, de plus en plus en souffrance et qu'on est, oui, potentiellement en danger, je veux dire bien sûr. C'est en 2 secondes, il peut y avoir un clash, il peut y avoir quelque chose qui se passe dangereux. Sous les fenêtres du bâtiment où Jacques a perdu la vie, les travailleurs sociaux ont ensuite respecté 1 minute de silence avant de retourner auprès des hommes, des femmes et des enfants qu'ils aident au quotidien. Voilà, alors en fait, cette vidéo, elle s'inscrivait pas forcément juste après le meurtre de Audrey Adam, mais après d'un autre travailleur social. Alors, Farida, tu m'entends? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez interagir dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien? Alors Farida, je ne t'entends plus, je ne te vois plus. Je te vois, mais je ne t'entends pas. Vous m'entendez? Bon, eh ben, écoutez, là, je vais demander à Farida de se reconnecter. Donc, oui, je vous disais que voilà, merci. Je vous disais donc que cette vidéo, elle faisait référence à un assistant social, toujours dans la même région, là dans la région de Nantes, qui avait été tué en 2015. Et Audrey Adam, je vous enverrai les liens concernant les 2 vidéos. Elle a été tuée le 12 mai 2021. J'avais fait une petite tribune sur les métiers à risque, sur le métier d'assistante sociale, une petite tribune LinkedIn que vous pouvez retrouver dans les fichiers à télécharger. Je me permets de vous la lire parce qu'elle est assez courte et j'aimerais beaucoup que vous interagissiez à ce sujet-là. Alors, j'écrivais « Assistant social métier à risque, lundi 17 mai 2021, de nombreux travailleurs sociaux ont observé 1 minute de silence en hommage à Audrey Adam, travailleuse sociale, tuée le 12 mai dans l'Aube par un retraité qu'elle venait visiter. Le silence assourdissant des pouvoirs publics et des entreprises face à ce drame en dit long sur l'invisibilité que subit souvent cette profession. Je travaille en tant que juriste puis avocate et depuis plus de 10 ans avec les services sociaux du privé ou du public. Sans pathos et sans démagogie facile, je peux témoigner de l'engagement des assistants sociaux, de leurs compétences très polyvalentes, de leur faculté d'adaptation et aussi des risques qu'ils prennent. Il n'est pas admissible d'envoyer littéralement au front des travailleurs sociaux sans qu'ils ne bénéficient de formation ou protection ou cessent de décompression. Les assistants sociaux ne sont pas le GIGN ou le RAID, armés au sens propre et figuré pour affronter les drames, suicides par exemple, ou parer à des menaces parfois de mort. Il est grand temps que le système dans son ensemble, politique, entreprise, se réveille et prenne des actions dans le sens de la protection et de la formation des assistants sociaux. Voilà, ma plaidoirie d'avocate se terminant là. C'est vrai que j'avais été très émue, comme vous tous, sur
en fait, sur le silence assourdissant. Je dis souvent que dans les drames de l'existence, en tout cas ceux que je vois passer au cabinet, notamment en matière familiale, mais aussi en matière de droit du travail, et Oui, tout ce qui concerne les agressions, on vous entend, on t'entend Farida, mais on ne te voit pas. Alors, ça va arriver. Attends, hop. C'est parfait. Eh bien, désolée, excusez-moi, voilà ce qui arrive, les webinaires, ça m'était pas encore arrivé. J'ai carrément changé d'ordi, c'est plus sûr. D'accord, les joies du direct. Je ne sais pas où je vous reprends. Voilà, je t'invite à éteindre ton micro et je termine juste ce que j'étais en train de dire concernant la petite vidéo. Donc, je précisais effectivement, je voulais vous passer 2 vidéos. Donc, une vidéo donc, sur Jacques, ce travailleur social qui a été défenestré en 2015 dans la région de Nantes, et Audrey Adam qui, elle, a été tuée par un retraité qu'elle venait visiter le 12 mai 2021. J'ai lu une sorte de plaidoirie que j'ai fait en faveur du métier d'assistant social et surtout de la protection des assistants sociaux, notamment concernant leur sécurité psychique, mais aussi physique. Et j'insistais sur le fait, Farida, et là je t'invite à rebondir sur le constat que je pose, c'est qu'effectivement, il y a des drames dans le métier d'assistant social. Il y a à peu près 100 signalements par jour sur les difficultés par les assistants sociaux eux-mêmes sur les difficultés inhérentes au métier d'assistant social, notamment en matière d'accompagnement du public, etc., mais aussi dans les difficultés qu'ils ont parfois avec certains de leurs collègues ou avec leur hiérarchie, qu'ils soient d'ailleurs des assistants sociaux qui fassent partie, qui est un service social interne à l'entreprise, au service public, ou alors qui fassent partie d'un service social inter-entreprise, et que, en fait, ce qu'a révélé ces drames de 2015, mais là plus récemment en 2021, c'est qu'au-delà de la difficulté du métier d'assistant social, je dirais qu'il y a une double peine qui est le silence qui entoure ces drames, à savoir qu'il n'y a pas de prise en charge, en tout cas déjà la couverture médiatique est quasi inexistante, et surtout le saisissement par les pouvoirs publics de ces difficultés est là pour le coup absolument inexistant, alors que sans faire du tout de concurrence, on va dire en termes professionnels, quand on parle malheureusement de l'assassinat de policiers ou de pompiers, là on sent vraiment une mobilisation, que ce soit médiatique ou sociétale, très importante. Pourquoi, Farida, le métier d'assistante sociale ne recueille pas autant de compassion, la même compassion, je dirais la même sensibilité, que ce soit médiatique ou du côté des pouvoirs publics? Alors, on ne t'entend pas, il faut rallumer le micro. Bon, c'est la première fois, soyez indulgents, que j'utilise le support de Judith. Répondre au pourquoi, je crois que c'est une grande affaire, mais en tout cas, on peut esquisser quelques éléments de réponse, mais qu'on peut même partager avec le chat. Voilà, parce que ce pourquoi, les réponses sont très difficiles à trouver, hein, parce qu'on se le pose, on va dire. Je pense qu'en tant que travailleur social et en tant qu'assistant social, puisqu'aujourd'hui, on a dit qu'on parlerait des assistants sociaux, c'est ce qu'on se pose à la limite, on ne va pas dire tous les jours, parce qu'heureusement que on ne pose pas tous les jours, mais c'est une question qu'on se pose, donc on cherche aussi des réponses. Mais tu as raison de rappeler les éléments que tu rappelles, hein, les drames qui se sont passés, et on pourrait y rajouter aussi, j'ai vu aussi, donc avant celui d'Audrey, il y avait aussi Jacques qui c'était un directeur d'un chef de service d'accueil. Donc effectivement, ces événements-là se succèdent. Et comme tu l'as dit, dans la couverture médiatique, elle a été quasi inexistante. On cherche, même sur Internet, je crois qu'il doit y avoir un article de Libé, enfin voilà, donc très peu. Et puis la couverture, en tout cas la prise en compte de nos pouvoirs publics, là aussi c'est une grande question, parce que, sauf erreur, et là je vous invite à partager, je crois qu'il n'y avait personne, en tout cas personne, quand on dit personne, c'est-à-dire le ministère de tutelle ou un de ses représentants ou quelqu'un, un peu, pour soutenir, puis déjà la famille, parce qu'elle laisse une famille si on parle d'Audrey, mais il n'y avait pas, à son enterrement en tout cas, ou à ses hommages, de personnes qui représentaient l'État.
il me semble. Hein. Alors peut-être il y avait un élu local, hein, certainement, parce que bon, les élus locaux, on sait qu'ils sont toujours très investis, mais en tout cas au niveau des représentants voilà, autres représentants, il n'y avait pas. Et comme tu l'as dit sur le hashtag Balance ton port, il y a excusez-moi, balance ton travail social. Je crois que c'est, il me semble, 100 témoignages par jour, hein, 100 cas, 100 témoignages par jour, voire plus. Et il y a eu une pétition suite à ce meurtre, hein, qui a, je crois, de mémoire, rassemblé 44 000 signataires. Et là encore, rien. Donc, alors, expliquer pourquoi l'État se positionne comme ça, je ne pourrais pas y répondre. Mais en tout cas, on peut peut-être essayer de comprendre ensemble comment... Ah, bonjour. On peut essayer... Toujours ravie de le voir, c'est sympa. On peut essayer de comprendre ce qui se passe, comment effectivement on en arrive à ces situations-là et comment nous, travailleurs sociaux, on peut aussi développer les moyens pour se protéger individuellement et collectivement, parce qu'on est face aussi, alors bien sûr qu'il va falloir des réponses des pouvoirs publics, mais comment nous, on peut se mobiliser, faire en sorte aussi que nos employeurs, les employeurs, peut-être en premier lieu, se saisissent de ces problématiques-là, parce que effectivement, si par exemple on voit, certes on est dans un contexte socio-économique difficile, les travailleurs sociaux, on le sait, affrontent une détresse matérielle et morale des personnes de tous les âges. Sur le fond de crises qui se succèdent. Donc, on ne peut même plus parler de phénomène de crise, puisqu'on a des crises qui se succèdent. La dernière qu'on vient de traverser, qui est la pandémie, n'est pas des moindres, parce qu'elle laisse effectivement énormément de conséquences, énormément de choses qu'on entrevoit, mais d'autres qu'on n'entrevoit pas du tout. Donc, là, je lis, en même temps, je vois le chat, alors c'est un peu... effectivement, je suis d'accord, on n'a pas la cote, c'est pas mal dit, mais il faudrait savoir pourquoi. Oui, oui. Et tout ce qui est dit, je partage, c'est vraiment, vraiment très intéressant de vous lire, parce que du coup, ça me nourrit également. Bien sûr qu'on prend en charge les urgences sociales, elles se multiplient, oui, les crises s'accentuent, j'en étais là pour reprendre mes propos, oui, bien sûr, les précarités, l'extension des précarités est là. On a le vieillissement de la population, c'est pas une mince affaire aussi, puisque on a à prendre en charge des familles qui sont complètement démunies face au vieillissement de leurs proches et qui ne savent pas, les maisons de retraite sont hors de prix. Enfin, toutes ces problématiques-là, oui, il y a une banalisation des toxicomanies, mais toutes confondues, hein, que ce soit l'alcool, l'utilisation de médicaments, voilà, hein, tous ces aspects-là que vous connaissez, hein, que je partage avec vous, mais voilà, que je n'invente pas. Et vous pouvez certainement en rajouter, parce qu'on peut en rajouter les frustrations aussi sociales qui sont grandissantes quant à la consommation. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on vante la consommation et avec des publics qui ont de plus en plus de mal à suivre. Je sais que... Alors, Farida, pardonne-moi de te couper, mais pour avoir des exemples concrets des risques, parce qu'on va parler des risques, on va parler de la prévention des risques, parce que le constat, on le partage, mais il est très important de le poser, mais on va bientôt en terminer. Mais est-ce que tu as des exemples tout au long de ta carrière professionnelle où tu as été, où tu es toujours d'ailleurs, exposé à des risques de toutes sortes? Et je vous invite, vous, assistants sociaux, à participer dans le chat. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'a été remonté avant de t'écouter très attentivement, Farida. Il s'agissait d'un service social. Alors, je ne suis pas là pour casser du sucre sur aucune structure, loin s'en faut, mais je vais la citer, c'était la Poste. Pas pour stigmatiser la Poste, parce que ce qui s'est déroulé à la Poste, à mon avis, et vraiment, je serais très intéressée d'avoir votre retour dans le chat, est très symptomatique de ce qui se passe un peu partout. Il s'agissait d'une jeune assistante sociale, qui fait donc partie du service social de la Poste du 94, qui était comment on dit ça, alors tu vas peut-être m'aider Farida, comme d'astreinte, voilà, pendant le week-end, et on lui a demandé d'aller voir un des agents de la Poste qui n'avait pas donné signe de vie depuis à peu près 3 semaines de cela. Donc, cette jeune femme, toute jeune assistante sociale, ça veut dire à peine diplômée depuis à peu près 1 an, 24 ou 25 ans, je crois, va toquer à la porte de cet agent de la Poste
Et là, elle voit que la porte est entrouverte, elle rentre dans l'appartement et elle voit ce monsieur qui était en train de se scarifier nu dans sa salle de bain et qui court vers la fenêtre pour se défenestrer. Alors là, complètement paniquée, elle ne sait pas vraiment comment faire, mais elle a un bon réflexe. Elle appelle les pompiers arrivent. Un médecin du travail aussi d'astreinte arrive de la poste. Et heureusement, ils arrivent à récupérer ce monsieur. De toute évidence, cette jeune assistante sociale a été particulièrement traumatisée par ce qu'elle a vu. Ça fait partie, on va dire, des risques du métier d'assistante sociale. Simplement, là où il y a une grande difficulté sur le plan théorique et sur le plan pratique, et je suis très curieuse de t'entendre là-dessus, Farida. La première, c'est qu'il ne me semble pas que dans la fiche de poste des assistants sociaux, il est indiqué que les assistants sociaux, et comme je l'ai dit dans ma petite tribune sur LinkedIn, n'aient pas de formation super secours, pompiers, GIGN ou RAID. Ils ou elles ne sont pas formés en ce sens. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très délicate. Ça veut dire être d'astreinte, oui. Aller voir les personnes qui ne se sont pas manifestées depuis un certain temps, oui. Mais être confronté à des situations inadmissibles pour lesquelles on n'a pas été formé ni préparé, ça n'est pas normal. Et en ce sens, j'y reviendrai un peu plus tard, les avocats peuvent beaucoup aider à faire remonter la parole des assistants sociaux lorsqu'elles doivent ou elles se sentent obligées, ils ou elles se sentent obligés d'accepter des missions qui ne font pas partie de leurs attributions professionnelles en tant que telles. Mais ce qui, moi, m'a le plus choqué, ce n'est pas simplement ce constat que je fais sur un plan théorique, sur un plan de la formation, et ça aussi, on y reviendra avec Farida, mais c'est sur la prise en charge pratique après cet événement-là. Le médecin du travail de la Poste, qui a été là pour assister les pompiers et sauver aussi, en tout cas, cet agent de la Poste, lui, il a reçu une aide psychologique, une sorte de sas de décompression post-traumatique, je dirais, à la suite de son intervention. Et l'assistante sociale, elle a été la grande oubliée de toute cette histoire. Et ça, c'est particulièrement scandaleux, me semble-t-il. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour me faire la passionnariat de la lutte contre une sorte de maltraitance qui serait faite aux assistants sociaux, notamment au terme de la prévention, de la formation ou de l'accompagnement post-contexte particulièrement difficile. Mais force est de constater que dans toutes les structures, là j'ai parlé de la Poste, mais c'est le cas aussi dans le privé, il n'existe pas de protocole interne qui prenne en charge les assistants sociaux face à ces situations, alors qui heureusement ne sont pas ultra fréquentes, mais elles le sont suffisamment pour qu'on puisse imaginer qu'un protocole à la fois théorique et pratique et en termes de formation existe. Que penses-tu, Farida, de mon constat côté avocat, en tout cas côté recueil de la parole? Alors, il est très juste, il est très parlant et je peux faire le rapport avec ce que j'avais dit en préambule sur la position, là spécifiquement, et la Poste, c'est le cas, assistante sociale du travail du personnel, c'est-à-dire d'être située entre les deux, c'est-à-dire entre l'agent et l'employeur. Et là, c'est une demande certainement de l'employeur. Ça, c'est quasi, on va dire, pour les assistantes sociales du travail, je vois dans le chat qu'il y en a, du personnel, c'est quasi quotidien, c'est-à-dire que des demandes, c'est-à-dire, moi j'appelle ça, mais ça c'est mon propre, de travailler avec la non-demande, c'est-à-dire que l'agent ne nous demande pas, alors que normalement, on va dire que dans les fondamentaux, l'assistance sociale intervient, sauf bien sûr, vous savez, le cas de protection de l'enfance, intervient à la demande d'un agent, d'une personne, d'un usager, d'accord ? Sauf que cette demande-là, j'ai l'impression, telle que tu l'as décrit, c'est à la demande de l'employeur. Et quasi pour, en fait, moi j'en ai encore, là j'en ai eu la semaine dernière, j'en ai tous les jours. C'est-à-dire, aller voir si en fait, parce qu'il y a la question du risque pour l'employeur, si l'agent n'est pas mort, s'il n'est pas. C'est un petit peu ça, la crainte derrière quand même, c'est on n'a plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe pour cet agent-là ? Donc, effectivement, l'assistante sociale va être poussée. Alors, à y aller ou pas, là, c'était une jeune professionnelle, donc on peut entendre qu'effectivement, et là, on en reparlera tout à l'heure, quand on va parler du risque, mais du coup, on n'en dit pas trop, mais sur aussi cette pression qu'on se met à soi-même, que l'assistante sociale va se mettre à soi, avec, bien sûr, toujours dans l'idée de l'aide, du care, enfin, voilà, ça remonte aussi, c'est aussi lié à la formation et aux raisons même pour lesquelles on fait ce métier.
Donc, il y a déjà, il faut lutter déjà contre soi-même. Et ensuite, il y a la pression de l'employeur. Donc, la pression de l'employeur qui dit il faut aller au domicile. Sauf que ce que ne voit pas le professionnel à ce moment-là, c'est les règles. C'est-à-dire que ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on dit déjà qu'on ne se déplace pas seul. C'est-à-dire qu'on ne normal. Voilà, il y a, et ça, c'est quand même étonnant. Alors, je ne sais pas à quelle période ton cas, dans quelle période il se situe, mais c'est vrai que moi, j'ai des demandes, alors qu'on ne fait que le rabâcher à l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas dire, c'est comme si lui-même était dans le déni. C'est-à-dire qu'on a beau lui expliquer, ou dès le démarrage d'une convention, par exemple pour nous, comment ça marche, qu'on travaille. Ah oui, oui, ils me répondent toujours, mais je le fais un peu gimal. Oui, oui, non, mais on sait que c'est à la demande de l'agent, mais quoi? Il n'y a pas de mais. Mais là, s'il y a un mais, ce qui prouve qu'on a encore ce type de choses, alors que, comme je te disais, premièrement, on ne se déplace pas, ça c'est une des règles, et même dans les institutions, de plus en plus, je crois que même dans les services sociaux de secteur, les assistants sociaux ne vont plus à domicile, ne sont plus autorisés à y aller seuls. Donc, il y a des règles, on n'y va pas seul. Si on y va pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Si c'est une urgence vitale, c'est le bon sens. Comme tu dis, c'est les pompiers. Si, voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, avant. Après, dans l'après, quand tu parles effectivement là, est-ce qu'il y a trauma? Ça, c'est un spécialiste qui pourra dire. Est-ce que cette assistante sociale-là a vécu un trauma? En tout cas, elle a vécu quelque chose. Elle a vécu quelque chose de compliqué. Certainement, vu ce que tu décris, de l'ordre du trauma. Et effectivement, là encore, il y a un vide. C'est-à-dire, moi, par exemple, qui ai subi des agressions au cours de ma carrière, pas vitales, heureusement, mais même des menaces de mort, psychiquement, c'est très violent. C'est quasi une atteinte au plus profond. Et le lendemain, je me suis, par exemple, retournée travailler et mon employeur ne m'a pas... Il était au courant, parce que voilà, mais mon employeur n'a pas mis de mesures de protection, ni pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu des menaces de mort sur quelqu'un qui a dit qu'il reviendrait pour me tuer. Donc, bien sûr, très vite, mais ça, voilà, problématique d'hébergement d'une femme avec les enfants. Donc, excusez-moi de dire un classique parce qu'on va vite, où effectivement, monsieur recherchait l'adresse de madame. Donc, bien sûr, secret professionnel oblige, vous pensez bien qu'on ne donne pas l'adresse. Enfin, tu penses bien qu'on ne donne pas l'adresse. Et monsieur m'a menacé de mort. Sauf que le lendemain matin, j'étais au travail. Et c'est au moment où on passe le bureau et on se dit, et là, il y a l'angoisse qui monte, et on se dit, mais en fait, je traverse le parking, j'ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, à aucun moment, rien n'a été là pour m'aider si moi, je ne pouvais pas le faire. Ce que je veux dire, c'est pour ça que là, je me prends vraiment. C'est-à-dire que si je n'avais pas la capacité de voir cette violence à ce moment-là, de l'analyser et d'agir dessus et surtout de me protéger, à contrario, et je dirais même l'équipe, le collectif et l'emploi, mais le collectif c'est plus compliqué parce que le collectif aussi a intégré cette espèce de sentiment qu'ont les assistants sociaux, de devoir faire, de devoir toujours être là et d'être dans l'aide. Et cette aide, elle peut être aussi contre-productive puisqu'elle astreint à vraiment, alors là on est voilà, dans l'abnégation la plus totale, si je puis dire. Mais l'employeur, et ça j'insiste vraiment là-dessus, n'a pas été en capacité, les managers, et vraiment je n'ai aucune, et je dis ça vraiment sans aucun ressentiment, parce que je pense que eux aussi n'étaient pas prêts. Enfin, il n'y a pas de prise de conscience sur cette prise en charge nécessaire pour les travailleurs sociaux, pour les assistants sociaux. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si je ne m'abuse, il n'y a pas, sauf si chaque employeur, et ça on y reviendra après, voilà, au vu des risques, met des plans d'action en place, il n'y a pas de choses spécifiques ou de grosses procédures qu'on puisse là évoquer et dire voilà comment ça se passe quand on est agressé, voilà, il n'y a pas de process. C'est à ça qu'il faut venir d'ailleurs, et on va y venir après. Merci beaucoup Farida, merci beaucoup. Alors pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire en donnant des contours juridiques et judiciaires, alors avant toute chose, faites, et après je vais tout de suite lire le chat parce que vous êtes beaucoup intervenus et c'est très important de répondre à vos questions. L'exemple de la Poste, il date de 2016. Alors, il n'est pas récent et il est vraiment, on va dire, relativement paroxystique, en ce sens qu'il est très, très anxiogène. Et heureusement,
les assistants sociaux ne sont pas confrontés à ce genre de situation tous les jours, mais il suffit d'une fois par an. Et j'irai un petit peu plus loin, c'est que ça ne tient pas simplement à la personne qui a vécu ce contexte traumatique, appelons les choses telles qu'elles sont, mais c'est aussi la narration qu'elle va en faire au sein de son service et l'effroi et l'anxiété que ça va générer au sein de son service. Donc, quand je parle de protection, de sécurité physique et psychique des services sociaux, ce n'est pas simplement l'assistance sociale en termes d'individus ou l'un ou les deux assistants sociaux qui viendraient visiter la personne concernée, mais aussi tout l'impact que ça aura par ricochet sur le service. Donc, j'en viens à des considérations juridiques et judiciaires, à savoir que là, on parle de responsabilité de l'employeur. Alors, si ça ne te dérange pas d'éteindre ton micro, Farida, merci. C'est pas grave, tu vas prendre le pli. Je rappelle quelque chose de très, très important pour vous tous, assistants sociaux. Et je vous demande vraiment de m'écouter et de reprendre ce que je vais dire et de le surligner dans votre esprit, en gros, en gras et stabilité en jaune. Vous êtes amené à recevoir des usagers. D'ailleurs, le terme, on y reviendra, est souvent mal adapté, n'est pas joli et correspond peu à votre pratique du quotidien. Mais en tout cas, ces usagers, qu'ils soient des salariés du privé ou des agents du public, vont souvent vous faire remonter soit des problématiques d'ordre personnel, souvent familial, séparation, divorce, problème avec en tant qu'aidant familial, ce genre de choses. Peu importe, le spectre est large, de budget, de surendettement. Et vous avez la sphère professionnelle. Je subis du harcèlement, de la discrimination, du burn-out. Et là, vous, en tant qu'assistant social, très engagé, parce que en général, c'est le genre de profession dans laquelle on s'engage souvent parce que c'est le fruit d'une vocation, en tout cas d'un souci de l'engagement, une forme d'empathie inhérente au métier d'assistante sociale, eh bien, vous allez rappeler à cette personne que vous allez recevoir en disant « Attention, vous savez, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à votre égard, selon l'article L400 4121-1 du Code du travail. Ça veut dire que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et psychique et mentale vous concernant, et donc vous devez rappeler à l'employeur, à votre RH, faire remonter que votre contexte actuel n'est pas du tout admissible du point de vue du Code du travail, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Et force est de constater, mais je peux me faire exactement la même remarque, on ne va pas parler de reproches ou de critiques, mais de remarques, c'est que souvent quand on pratique des métiers du lien, alors ça peut être avocat, ça peut être médecin, ça peut être donc assistant social, et que l'adage « les cordonniers sont les plus mal chaussés » s'adapte tout particulièrement. À savoir que toutes ces notions que vous maîtrisez sans aucun doute très très bien, qui concernent la sécurité et la santé des travailleurs, et les obligations de faire remonter en interne toutes ces difficultés-là, eh bien, vous ne vous les appropriez pas du tout. Et comme, je dirais, comme vous prendriez, par exemple, une jeune officier de police judiciaire ou une gendarme qui ferait l'accueil au sein de la gendarmerie ou du commissariat de femmes victimes de violences conjugales et qui seraient elles-mêmes victimes de violences conjugales, souvent, quand on est confronté soi-même à ces difficultés-là, eh bien, on a tendance à être dans le déni. Et ce déni, je le vois, je le constate chez les assistants sociaux qui n'arrivent pas à s'approprier cette image, je dirais pas de victime, parce que le terme est peut-être inapproprié, mais en tout cas, à se dire, bah oui, ce que vivent les personnes, les usagers que je rencontre, je le vis moi aussi, donc je dois faire remonter l'information, le danger que je rencontre en interne. Donc faites-le, vraiment, je vous en supplie, faites-le, n'hésitez pas à le faire. Idéalement, nous, au cabinet d'avocats, c'est pas du tout pour amener les choses au cabinet Buchin-Gérubin, mais en tout cas, vu qu'on travaille avec des centaines de services sociaux depuis de très longues années, mes parents depuis plus de 30 ans, on a fait des courriers auprès du service des ressources humaines ou autres, à la hiérarchie ou même parfois au niveau de la direction générale, pour faire part des risques que prenait soit tel ou tel assistant social, soit le service dans son entièreté. Donc n'hésitez pas, dès que ça sort de votre fiche de poste, stricto sensu, dès que les conditions, que ce soit de l'accueil des usagers ou du déplacement lors des astreintes, etc., n'est pas sécurisée ou même n'est pas optimale, même si elle est mise en place, mais qu'elle n'est pas optimale, vous devez faire entendre votre voix, que vous soyez
AS interentreprise, que vous soyez AS depuis 1 an, depuis 30 ans, quelle que soit votre ancienneté, vous devez faire entendre votre voix parce que la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité physique et mentale, et ça je vous invite aussi à bien l'intégrer, c'est une obligation de sécurité de résultat. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation de moyens où l'employeur peut dire « Ah bah j'ai fait le maximum, oh, malheureusement pour vous, vous êtes tombé sur une personne très désagréable » ou comme ton exemple est édifiant Farida, quelqu'un qui te dit « Je veux te tuer, je vais revenir te voir et je vais te tuer » et le lendemain matin, comme si on était, et ça le docteur Trinquart, si elle peut nous rejoindre, en parlera, une forme de dissociation traumatique, à savoir qu'on est tellement sidéré par l'agression verbale qu'on met ça dans un petit coin de sa tête et hop, comme un bon petit soldat, et ben on retourne travailler le lendemain matin. Ça, ce n'est pas possible. Et encore une fois, appropriez-vous les conseils que vous donnez à un salarié lambda, un agent lambda, quand il est agressé par un collaborateur, quelqu'un de sa hiérarchie ou même quelqu'un avec qui il est en contact s'il fait un travail d'accueil, et ben le lendemain aussi c'est qu'il se met en arrêt maladie. Et les assistants sociaux, et ben ils seront moins prompts à se mettre en arrêt maladie. Donc, excusez-moi, donc l'arrêt maladie n'est pas la solution. Par contre, faire remonter l'information en interne et exiger, j'insiste bien là-dessus, exiger que des mesures soient prises pour améliorer le fonctionnement interne et pas se contenter, et là aussi j'insiste là-dessus, de simples procédures en interne. On vous dira, vous inquiétez pas, on va faire une petite circulaire interne, on va faire une procédure, etc. Non, 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 il y a la théorie et la pratique, l'un ne va pas sans l'autre. Donc oui, il faut faire une procédure interne basée, excusez-moi, sur une forme de jurisprudence du service social, que le service social mette en avant tous les cas de figure auxquels il a été confronté et qu'on en tire des leçons pratiques pour l'entreprise en termes d'organisation du service social. Donc voilà, là c'était vraiment, j'insiste beaucoup sur cet article L4121-1 du Code du travail qui vous concerne, vous assistants sociaux, tout autant qu'il concerne n'importe quel travailleur en France. Alors, je vais passer rapidement dans le chat. L'Amoury, vous nous dites, nous sommes souvent les premiers à identifier. C'est vrai que la difficulté du métier d'assistant social, c'est qu'il est un peu lanceur d'alerte, à savoir que c'est souvent la première personne vers qui vont aller des salariés ou des agents et continuer à recevoir sans mesure de protection des personnes psychiquement limites mais non soignées. Tout à fait juste. Métier déconsidéré, c'est vrai, mais bon, de moins en moins, il faut espérer. Awa vous dit, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais j'ajouterai également que notre métier est très peu voire méconnu du public et sujet à des représentations et des visions très erronées. Tout à fait d'accord avec vous. Cette ignorance et manque de reconnaissance est l'un des multifacteurs à l'origine du débat que nous avons du manque de visibilité. Bénédicte, vous dites, une autre vision de mon côté, la violence est maintenant autorisée, voire légitimée dans notre société, le discours politique et les débats à l'heure présidentielle. C'est vrai qu'on atteste les conditions un peu dramatiques dans lesquelles s'est passé le meeting de Éric Zemmour. Bref, voilà, les personnes sont confrontées à une violence institutionnelle, absence de réponse, déficit aussi de professionnels de santé, c'est vrai. Claire Godquin, vous dites, je suis AS à la Poste, nous avons dû régulièrement nous repositionner, dire que nous ne sommes pas des pompiers. Valérie, vous nous demandez, est-ce vraiment l'assistance sociale à aller voir si un agent ne serait pas décédé seul chez lui? Bien évidemment que non. Et comme tu le disais, Farida, dire ah ben, vous n'allez pas y aller toute seule, mais vous allez y aller en binôme, n'est pas non plus une solution satisfaisante. Carole, vous dites, pour ma part, ayant un DAS très ancien, je n'ai pas été formée pour me trouver confrontée à une situation de violence. Là aussi, inadmissible, disons-le. Armel, la crainte de l'employeur est d'un point de vue pénal et non dans l'intérêt de l'agent. Tout à fait, Armel. Mais cette responsabilité pénale de l'employeur, comme vous le savez, est très rare à être mise en cause. Je vous invite à regarder, je vous enverrai après, puisque je renvoie la documentation à tous les participants, notamment dans le procès, dans le vaste procès Orange, qui a mis en cause la direction d'Orange et un système d'harcèlement institutionnalisé, un harcèlement managérial. Et bien là aussi, les condamnations pénales ont été assez fermes, mais en termes de montant, de dédommagement, n'ont pas été excessive. Et encore une fois, que je sache, il n'y a aucun représentant d'Orange qui a subi une peine d'emprisonnement. Donc, le point de vue pénal du côté de l'employeur, il est vraiment à minorer, c'est vraiment dans des cas très, très graves. Et c'est pour ça que tout est tellement dilué en termes de responsabilité qu'à la fin, celle
les risques que court l'assistance sociale sont très dilués. Et il faut vraiment se positionner justement pour une valorisation du métier d'assistante sociale dans ces contextes particulièrement compliqués. Elmouden, vous dites qu'il faut interroger la formation, le positionnement et la posture, bien sûr. Donc, Carole, vous dites, on analyse, on envoie les pompiers dans votre structure ou la police s'il y a un risque. Voilà. Alors, on va peut-être pas… Voilà. Vous y allez en binôme. Awa, vous dites, étant AS en polyvalence de secteur, vous confirmez que les VAD s'effectuent très souvent seuls, notamment pour les évaluations d'informations préoccupantes. Dans mon ancienne collectivité, nous les réalisions souvent seuls. Valérie, vous dites que vous avez été menacée par un usager de crever sur le parking à la suite. Mon employeur ne m'a jamais indemnisé, toujours dans le doute. Heureusement, ce n'était pas matériel et j'ai eu la crainte très longtemps de me faire physiquement agresser. Donc, Bénédicte, vous demandez comment est-ce qu'on peut faire remonter l'information. Eh bien, il faut faire une action de groupe. Et après, Farida, je souhaite t'entendre sur la partie plus métier. Donc, moi, je vais vous donner des préconisations côté avocat. Il faut faire remonter, il faut faire une note, comme une sorte de pétition notée par tout le monde. Il faut même se mettre, alors une mesure un peu phare qui n'est pas très, on va dire, très propice à l'intérêt des usagers, mais se mettre en arrêt maladie, voilà, pendant quelques temps, tout le service, en disant que voilà, les conditions de travail ne sont pas du tout admissibles. Et ce que je vous préconise, et encore une fois, pas du tout pour prêcher pour ma chapelle, vous savez que l'idée de ces webinaires et des petits déjeuners juridiques que j'ai fait par le passé, c'est précisément d'offrir un double ou triple regard sur certaines situations, et que dès que je peux dire qu'il n'y a pas besoin d'avocat, je le dis. Mais pour ce type de questions, avoir un courrier d'avocat qui va porter tout l'intérêt, en tout cas le besoin de renouveau du service social sur les organisations, notamment sur tout ce qui concerne la sécurité physique et mentale des assistants sociaux, eh bien, ça importe un poids particulier. Alors, quand je dis courrier d'avocat, c'est pas courrier d'avocat au sens contentieux du terme, mais c'est courrier d'avocat au sens plutôt amiable et pressant, en disant, voilà, on vous donne 15 jours, on aimerait savoir quelle est votre position sous 15 jours, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la situation. Et c'est vrai qu'un courrier d'avocat, c'est un petit peu une sorte d'épée de Damoclès, c'est-à-dire que même si ces courriers se veulent absolument amiables, eh bien, finalement, l'employeur se dit « Ah ben voilà, je vois le service social a mandaté un cabinet d'avocats pour faire entendre sa voix. » Et là, en général, ils seront plus prompts à intervenir. Farida, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu préconiserais comme outil ou comme, on va dire, comme méthodologie pour faire remonter ce type de situation et pour que la situation change? Si tu veux rallumer ton micro. Par rapport à tout ce que tu dis. Ah là, je l'ai mis. Vous ne m'entendez pas? Je l'ai mis. J'aimerais faire une parenthèse par rapport à ce que tu dis pour faire un petit voyage en arrière, parce que j'ai retrouvé par rapport à ce que j'entends là sur le plan juridique de ce que tu peux amener, pour dire à quel point c'est un vrai… Enfin, de toute façon, c'est un sujet, et à quel point c'est compliqué, et à quel point ça fait très longtemps que ce problème se pose. J'ai retrouvé… Alors bon, pour les plus anciens, peut-être ça leur parlera. Bon, moi, j'y étais pas, mais des journées d'études de la NAS. Donc la NAS, je la présente plus, l'Association nationale des assistants de services social, de 87. Et c'est exactement le sujet que nous traitons aujourd'hui, la reconnaissance et les risques du métier. Donc, ce n'est pas un document tapé, c'est un vieux document que j'ai retrouvé. Vous pouvez le retrouver sur Internet, Journée d'études 1987. Et là, on voit apparaître les deux plans. Donc, l'assistante sociale, ils avaient fait un travail sur l'assistante sociale victime et l'assistante sociale agressée. Donc, plutôt, l'assistante sociale, alors c'était quoi? C'était, oui, la victime. Et de l'autre côté, mise en cause dans les affaires de nos assistances à personnes en danger, voilà, qui pouvaient être accusées, voilà, victimes et accusées de l'autre côté. Et donc, il est très intéressant, et surtout pour vous dire pourquoi je vous en parle, c'est que ils ont fait un sondage, et sur les personnes interviewées, il y avait 21 des personnes présentes, alors j'ai 21%
qui déclaraient avoir subi des agressions. Et ça a donné, en fait, simplement, il y a eu 10% sur ces 20%, il y a eu 10% des personnes qui ont été suivies et quasi aucune affaire qui a abouti. D'accord, elle se chiffre en 0,8%, puisque donc non suivi, c'était à peu près 50%, mais un peu en dessous. Et les gens qui ne connaissaient pas les suites de leur dossier, pareil. Donc on peut dire qu'il y avait aucune suite à ces plaintes, ou en tout cas, voilà. Donc juste pour faire un petit peu mettre en image et pour dire que ça, c'était de 87, on est en 2021. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir s'il y avait des choses comme ça. Donc effectivement, c'est vraiment un vrai problème. Après, moi, j'en passerai pour dire effectivement les moyens. Oui, il y a des moyens qu'il faut utiliser parce que, mais juste avant ça, je parlerai surtout de la vigilance à avoir parce que, ou peut-être on en parle après, Judith, sur les conséquences pour nous, travailleurs sociaux, de tous ces risques, parce qu'ils ne sont pas sans conséquences sur la santé, sur la vie sociale. Donc, c'est ce que vous connaissez, le burn-out et l'épuisement professionnel, mais avec des vraies atteintes, des atteintes physiques. On voit des travailleurs sociaux avec des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de dos, des accidents cardiovasculaires. Alors, le problème, c'est l'identification. C'est qu'il faudrait aussi que la médecine préventive, le médecin du travail, voilà, c'est tout ce travail-là. Est-ce que c'est identifié? Est-ce que c'est mis dans le contexte? C'est comme tous les risques psychosociaux d'ailleurs, dans toutes les professions, souvent ne sont pas mis dans le contexte du travail, comme les atteintes psychologiques, les troubles du comportement, etc. Il y a des vraies répercussions. Alors, excuse-moi de te couper, Farida, juste pour introduire une petite notion de droit. C'est que, vraiment, 30 secondes, c'est qu'il faut que vous mettiez en avant, quand vous faites des remontées d'informations, le lien de causalité, c'est-à-dire l'imputabilité entre vos conditions de travail et les préjudices que vous subissez. Ça, c'est extrêmement important pour que ce que vous subissez, ce que tu viens de décrire, les atteintes psychiques, ça peut démarrer de quelque chose de très simple. Il ne suffit pas simplement d'être cloué au lit ou en grave dépression. Ça peut être des crises d'angoisse, simplement des troubles du sommeil, une fatigue, une irritabilité chronique, des migraines, des comportements à risque, des actions suicidaires, une consommation parfois accrue d'alcool, de tabac, d'anxiolytiques pour se calmer, des troubles de conduite alimentaire ou à l'inverse, par exemple, l'apathie, une démotivation complète. Tous ces phénomènes-là doivent être mis en lumière en termes de lien de causalité entre les conditions de travail et les préjudices qu'on subit. Tant qu'on arrive à mettre ça en avant, oui, un assistant social peut et même doit aller voir un médecin du travail pour faire valoir ce lien de causalité. Voilà, je tenais à introduire ces termes juridiques. Je te redonne la parole, Farida. Tout à fait, mais tout à fait, Judith. Et d'ailleurs, dans le chat, ça réagit. Et là, je vois, par exemple, ce qui est complètement ubuesque, mais je pense qu'on le vit tous, qui fait vraiment écho à ce que tu dis. Il y a donc Madame Estelle Jacot qui dit travaillant avec la médecine de prévention, je n'ai jamais été examinée par lui en presque 15 ans dans la même boîte. Et ça, c'est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire que même nous, dans des services de prévention, on peut être dans la santé au travail et soi-même, comme tu le disais tout à l'heure, les cordonniers les plus mal, n'est-ce pas? Voilà, et c'est exactement ce que tu disais, effectivement. Donc, on est beaucoup là pour les autres, on est beaucoup là pour aider, on est beaucoup là, les travailleurs sociaux sont voilà, quand même, voilà, une profession, c'est normal, c'est la nôtre, mais dans l'aide et dans l'accompagnement des publics les de plus en plus précarisés, mais pour nous, on est vraiment les plus mauvais conseilleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, il faut qu'on commence par ce travail-là. Et parce que il faut commencer vraiment par donc comme tu disais, les mesures à mettre en place, c'est déjà des mesures individuelles. Donc je prends ça fait la transition, donc des mesures individuelles de déjà sa propre surveillance médicale avant de parler, c'est-à-dire de se surveiller soi-même et d'être vigilant aussi aux indicateurs qu'on montre à notre santé et voilà aux symptômes qu'on peut avoir et essayer de les nommer bien sûr avec des tiers. Après, il y a la surveillance de la médecine préventive, dont c'est drôle, mais c'est vrai qu'on se dit, bon voilà, là on a lu le chat, c'est quand même édifiant. Donc
surveillance médicale, surveillance par la médecine préventive, par le médecin, bien sûr, son médecin généraliste aussi, qui est là aussi pour être en alerte et puis pour nous aider. Donc déjà, première mesure individuelle, c'est cette surveillance, mais cette autosurveillance, on va dire, en même temps que la surveillance médicale. Après, il y a la prise en charge des assistantes sociales victimes, c'est-à-dire des procédures d'accompagnement et de prise en charge avec tous les moyens possibles. Il y a des formules, voilà, il y a beaucoup de formules, qui soient psychologiques ou juridiques, pour aider à la prise en charge des assistantes sociales victimes. Et il y a aussi tout ce qui peut être mis en place autour des débriefings. Donc le débriefing, alors c'est ces entretiens individuels d'écoute qui doivent être conduits tout de suite après l'agression, pour refaire vivre l'événement dans tous les détails et surtout dans les émotions qu'elles ont induites. C'est-à-dire, c'est un peu, le débriefing, c'est emprunté à tout ce qui est les traumas des actes terroristes, des gros événements, mais c'est quasi, voilà, c'est ça le débriefing. Et c'est vrai qu'il faut le faire très rapidement et il faut le mettre en place, voilà, pour travailler après sur la suite. Donc, et puis bien sûr, ce qui est très très important dans les métiers du travail social, c'est l'importance des réseaux, hein, les réseaux de pairs, les réseaux de professionnels, pour effectivement, voilà, pouvoir penser, pouvoir réfléchir, pouvoir rechercher du sens aussi à ce qu'on fait. Et puis, bien sûr, les groupes d'analyse de pratique peuvent être aussi une ressource individuelle importante. Voilà. Et après, parallèlement aux mesures individuelles, il y a les mesures plus collectives. Et d'ailleurs, ça apparaît déjà dans le chat. Hein. Alors, bien sûr, les mesures collectives, c'est les formations, hein, tout au long de la carrière, mais ça, les assistants sociaux sont familiarisés, mais aussi des formations plus spécifiques sur la gestion du stress, sur la gestion de l'urgence, sur les agressions, mais pas seulement pour avoir un mode, on va dire, une procédure, comment faire, parce que on sait très bien que on a beau avoir une formation sur la gestion du stress, l'agression, le moment de la violence, l'urgence, c'est à l'instant T. Donc, on peut avoir tous les bagages. C'est vrai que ça n'empêchera pas de vivre de toute façon un drame. Mais en tout cas, c'est de le prévenir au maximum. Donc là, j'ai des formations sur la gestion du stress, ça peut y aider. Par exemple, de la gestion aussi de l'urgence, de comment on se situe par cette fameuse urgence sociale, une grande phrase qu'on a toujours dit. Donc je la recite ici pour Judith, je ne sais pas si tu la connais, où on disait « il n'y a pas d'urgence en travail social ». Donc les travailleurs sociaux, c'est ce qu'ils disent, sauf que toute la journée, on entend autre chose, puisqu'en fait, par exemple, quand on nous appelle, j'en mets ma main à couper, je suis sûre, réagissez dans le chat. À chaque fois qu'on nous demande un rendez-vous, de toute façon, les secrétaires, les assistants, les employeurs nous disent que c'est urgent, c'est la première phrase. Mais voilà, il y a bien sûr, puisque pour une personne, ce qui lui arrive ou une problématique est urgente. Moi, si j'ai mal aux dents, bon voilà, c'est urgent, je vais appeler mon dentiste, mais il me donnera un rendez-vous dans une semaine, peut-être. Mais je veux dire, en travail social, c'est encore plus symptomatique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une prise de rendez-vous, c'est très rare qu'on ne dise pas, mais c'est urgent. Ben oui, on peut comprendre parce que la personne est dans l'urgence et c'est sa situation. Mais après, c'est comment les assistants, les secrétaires, les employeurs se saisissent ou nous transmettent cette urgence. Donc voilà, et puis voilà, c'est toutes ces formations aussi sur la gestion du temps, sur voilà, tout ça, ça peut aider. Après, il y a aussi tout l'aspect de l'évaluation des risques professionnels, qui est souvent très très mal connu, c'est-à-dire la recherche pour mesurer et analyser les risques professionnels, mais liés à la profession. Pas que à la profession, en même temps que c'est lié à la profession, c'est lié au lieu dans lequel j'exerce cette profession. Parce qu'on parle souvent de la profession, or, il est plus important, il est quand même tout aussi important de regarder le lieu, parce qu'une assistante sociale, elle n'interviendra pas, alors que le grand public croit que, voilà, on peut appeler toute assistante sociale de partout, elle fera la même chose. Non, c'est vraiment l'institution qui va déterminer et orienter quand même son activité. Pas ses valeurs, pas son éthique, pas sa déontologie, mais son activité. Donc, et c'est vraiment très très important de vous enquérir, par exemple, du document unique qui existe dans chaque institution, dans lequel doit figurer l'évaluation des risques liés à la profession et l'endroit dans lequel je l'exerce,
pour aboutir, c'est pas juste pour citer des risques, voilà, faire un beau document. Si je vous dis ça, c'est parce que souvent c'est ce qui se fait, mais d'arriver à un vrai programme annuel de prévention. D'accord ? Et c'est là, effectivement, que les programmes de formation, les programmes, tout ce qui va permettre, en fait, de lutter contre le risque, puisque c'est ça, va devoir être dans le programme annuel de prévention. Et c'est comme ça qu'après, on peut obtenir des financements, on peut obtenir... voilà, mais il faut que le risque apparaisse. Par exemple, je sais pas, on peut citer un risque, mais qui ne serait pas dans une autre institution, mais qui serait propre à, je ne sais pas, moi, par exemple... voilà, sur ceux qui font des visites, par exemple, à domicile, alors qu'il y a d'autres services peut-être où il n'y en a pas, là, c'est un vrai risque. La visite à domicile, on le sait, c'est un risque. Qu'est-ce que ça engage ? Voilà, et comment on accompagne les professionnels, comme le disait, là, les collègues l'ont dit, comment on évalue une visite à domicile ? Pourquoi on y va ? Comment on y va ? Pourquoi y faire ? C'est pas juste pour aller toquer à une porte et pour voir, voilà, si, parce que c'est voilà, comme tu dis, le pompier, mais quand on fait une visite à domicile, ça a du sens, c'est dans un but précis. Je suis encore quand même étonnée de lire, excusez-moi, je digresse, mais vous verrez très souvent, de lire qu'il y a des collègues qui disent que oui, elles font des VAD seules. Je pensais vraiment que quand même, parce qu'il y a eu des mouvements au niveau des services sociaux, on était arrivé à imposer, en tout cas moi dans les collectivités, quand j'étais en secteur, à imposer qu'une VAD ne se fait pas seule, c'est-à-dire qu'on interdit même aux stagiaires dans les écoles, moi je suis aussi formatrice dans des écoles de travail social, et ça, c'est des choses où on accompagne tous les lieux de stage pour dire que les visites à domicile, déjà, on n'en voit plus les stagiaires parce que ça s'est fait pendant un temps, je pense que ça fera écho à certains, mais une visite à domicile, et je vous le dis, moi, et j'en suis convaincue, ne peut pas se faire seul. Pourquoi ? Parce que il peut tout se passer dans une visite à domicile. On a besoin d'être deux. On a besoin d'être deux pour assurer l'entretien, mais aussi au cas où il se passe quelque chose, un malaise, ou comme elle disait, un accident, ou s'il faut appeler des secours. Enfin, bon, il y a vraiment une nécessité. Après, on pourrait développer, mais ce n'est pas l'objet. Mais vraiment, je vous alerte à, comme disait Judith, à faire remonter et à être déjà, nous, acteurs de notre propre activité et de ne pas laisser, pour moi, c'est vraiment des problèmes de fonctionnement s'installer que de faire voilà, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Dans les autres mesures, il y a aussi les mesures organisationnelles à mettre en place. Et vraiment, le document unique, je vous invite vraiment à les regarder. Je ne sais pas si vous avez connaissance, si vous savez qu'il existe, si vous l'avez déjà vu. Déjà, s'il y en a, si vous l'avez déjà vu, rapprochez-vous des préventeurs de vos institutions. C'est vraiment, vraiment... et là, collectivement, comme le disait Judith, c'est pas tout seul dans mon coin, c'est en équipe d'aller voir, de questionner sur cette question du document unique. Les mesures organisationnelles à mettre en place, c'est le soutien, les aides techniques et émotionnelles par tous les moyens, par des structures d'écoute, par des aides pour la gestion du personnel, pour les managers qui en ont besoin. Ça, c'est aussi parce que les managers, on n'en a pas parlé, mais parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais on pourrait, c'est-à-dire que les managers en travail social, ceux qui sont en responsabilité, sont dans des situations aussi quand même très tendues, très complexes. On n'a pas parlé du monde d'effectifs, par exemple, mais on pourrait. Voilà. Et dans les mesures qu'il y a à mettre en place, c'est aussi, et ça, moi je l'affirme, ça c'est mon sentiment, déjà par l'expérience et parce que j'en suis convaincue, que dans les équipes de travail social, comme dans d'autres professions, comme les psychologues ou les équipes de soins, il devrait y avoir systématiquement des supervisions d'équipe, mais systématiquement, par des professionnels divers, comme pour les groupes d'analyse de pratique. Ce n'est pas automatiquement par des travailleurs sociaux, ça peut l'être, c'est intéressant, ce n'est pas automatiquement par des psychologues, mais ça peut être par des juristes, par des philosophes. Moi, j'ai fait une formation avec un philosophe, c'était très intéressant, avec des gens spécialisés dans d'autres domaines, qui puissent ouvrir un peu la question de la réflexion commune, de la pensée commune. Ça peut être, voilà, c'est des mesures vraiment, voilà, et toutes ces supervisions qui aident à verbaliser, à faire évoluer aussi le travailleur social, mais son environnement professionnel, et qui aident bien sûr à cette prise de recul. Voilà. Et surtout, moi, après, j'ai terminé en tout cas sur ce point-là. Ce qui est très important, c'est de faire attention, en tout cas, je vous alerte, sur tout ce qui est tous ces dispositifs que moi, j'appelle plaqués. C'est-à-dire que
vous faites un groupe, vous faites remonter des besoins, paf, excusez-moi, je reviendrai après, je trouve ça très bien les GAPP, mais par exemple, voilà, souvent, moi en tout cas, ce que je constate, c'est souvent la réponse, qu'elle soit organisationnelle, individuelle, de fond, de tout ce qu'on veut, de fonctionnement, on vous répond, mais vous me dites si je me trompe, par GAPP, groupe d'analyse des pratiques professionnelles, mais qui est fort intéressant, qui est très riche et qui doit exister, mais à côté de toutes les autres possibilités. Et c'est vrai que plus ça va et plus moi je dis, il faut trouver des solutions, mais au plus près des besoins, c'est-à-dire analyser les besoins de l'équipe, de son environnement professionnel, des problématiques qu'elle rencontre individuelles et collectives, et là, à partir de là, d'adapter une solution et pas d'avoir voilà, des grandes solutions plaquées parce que souvent l'employeur répond très vite et dans la facilité. Et j'en ai fini, Judith. Non, mais c'était un panorama parfait, exhaustif, pratique, précis. Merci beaucoup, Farida. Et vu que l'heure tourne, et je ne veux pas non plus trop empiéter, on a toujours l'habitude de déborder un peu, mais là, vraiment, le sujet le mérite. Vous m'accordez encore 5 petites minutes pour vous faire une synthèse des pistes qu'on a pu initier tous ensemble, grâce à vous, vos interactions dans le chat et avec Farida. Simplement, avant d'en venir à la conclusion, je veux rebondir sur ces fameux groupes d'analyse des pratiques professionnelles. Aujourd'hui, au cabinet, j'ai, comme vous le savez, alors avec tous les intervenants que vous avez placés dans les webinaires depuis maintenant presque 2 ans, hein, cette période Covid ne cesse de s'étirer à l'infini, eh bien, j'ai pu, pour mon grand bonheur et en tout cas pour l'enrichissement de ma pratique professionnelle d'avocate, constitue autour de moi un réseau d'experts de champs et d'identifier différemment dans différentes professions. Et ce qui m'est revenu très souvent en parlant avec des assistants sociaux ou des directeurs de services sociaux, c'est de dire « Ah bah, ce serait tellement bien que au sein de nos groupes d'analyse de pratiques professionnelles, vous puissiez intervenir avec d'autres experts de votre réseau, parce que nous, en général, on a un psychologue, un psychiatre, mais ça se limite à une sorte d'entre-soi professionnel, ça c'est un, et de deux, souvent avec l'objectif pratique qui n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire, on parle, c'est très bien, on met nos tripes un peu sur la table, on parle de nos pratiques professionnelles ou des cas difficiles qu'on rencontre ou des succès qu'on a essaimé au sein d'un collectif ou autre, mais on va dire de manière pratico-pratique, il n'y a pas vraiment quelque chose qui ressort toujours, en tout cas, c'est la petite musique que j'entends, de différents assistants sociaux. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer aussi, c'était un des objectifs aussi de ce webinaire, c'est d'enrichir ces groupes d'analyse de pratiques professionnelles avec un réseau que j'ai constitué autour de moi, principalement avec Farida Melouli, ici présente, mais aussi avec le docteur Judith Trincart, qui aurait dû intervenir, mais qui n'a pas pu, d'un point de vue professionnel. Et en fait, elle souhaite travailler sur un terme qui est très intéressant, qui est celle du trauma vicariant. Alors, qu'est-ce que c'est le trauma vicariant? Le trauma vicariant, ça concerne toutes les personnes qui travaillent en relation d'aide, qui peuvent devenir à un moment ou à un autre des victimes par saturation ou imprégnation de la violence dont les victimes sont porteuses. Ce sont des professionnels qui accueillent, qui écoutent, leur oreille entendent, parfois des aveux troublants, des violences conjugales, intrafamiliales, des problématiques d'inceste, la violence au sein du travail de manière générale, des confidences parfois ahurissantes, des récits pathétiques, gorgés de colère, de haine, de détresse, de souffrance, d'impuissance. Leurs yeux voient parfois l'horreur à l'état brut, dont on a parlé dans les cas, on va dire, paroxystiques, où les assistants sociaux sont confrontés à des scènes de violence. On voit passer des gens, comme beaucoup l'ont dit, avec des troubles psychiques ou même parfois psychiatriques, des malades mentaux, parfois des gens qui sont des violeurs ou des auteurs de violences, etc. Et tout ça est éminemment perturbant et traumatisant. Et donc, avec le docteur Judith Trincart et Farida Melouli, on a décidé de mettre en place une sorte de task force de femmes ou d'hommes d'ailleurs, mais pour l'instant, ce sont des femmes, pour proposer en interne à de nombreux services sociaux ou à des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, notre expertise, notre regard sur ces questions-là, pour que les personnes puissent avoir de la formation, de l'information, soit des entretiens individuels, soit des entretiens collectifs, mais en tout cas pour que ces sujets-là puissent
qu'on puisse offrir à ces sujets-là une vision, je dirais, panoramique et pas simplement enfermée dans les 4 coudées du métier d'assistante sociale. Donc, je voulais vous faire part de ça. Je travaille aussi avec une équipe, Jean-Pierre Le Floch et Taïna Le Floch, qui s'occupe de structurer en fait toutes ces prochaines formations, interventions. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez pour la plupart mon mail, judith@bucharger-robin.com. Je vous le remets dans le chat. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est vraiment une sorte de petite musique, mais je dirais souvent délétère, que j'ai entendu donc de nombreux assistants sociaux, services sociaux, depuis une dizaine d'années que je travaille au cabinet Buchinger-Rubin. Et tout l'objet donc de ce webinaire, c'est pas simplement de faire un diagnostic, mais c'est de poser des possibilités de pratiques professionnelles qui permettraient de prévenir ou de guérir ce type de situation, notamment avec la prise en charge de ce que Judith Trincard, de ce terme, cette expression dont Judith Trincard nous a parlé, qui s'appelle donc le trauma vicariant. Je vous fais un résumé et Farida, je te laisserai le mot de la fin de ce qu'on a dit. Donc, on a déjà présenté le métier d'assistante sociale, que vous connaissez donc pour la plupart, les différentes manières d'être assistante sociale du personnel, assistante sociale du travail, assistante sociale inter-entreprise, la nécessité qu'a bien mis en avant Farida, la nécessité de se mettre en réseau, la nécessité d'avoir une prise de conscience très nette, de ne plus être dans le déni que vous exercez un métier à risque. Alors, l'idée n'est pas de tomber dans la victimologie ou dans une forme de paranoïa, mais simplement de regarder sa profession telle qu'elle est vraiment, avec ses risques évidents. Moi, j'ai mis en avant le fait que votre profession, et comme tous les métiers en France, est couvert par toutes les dispositions du Code du travail et que la sécurité, que l'obligation de sécurité de l'employeur vous concernant est la même que les autres salariés ou agents, c'est-à-dire que c'est une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se cacher vers une vision qu'il aurait mis tous les moyens en œuvre pour une meilleure organisation du service social. Il doit faire vraiment le maximum. D'où l'importance que vous fassiez remonter les informations, soit de manière collective, le service social, soit si c'est une de vos collègues qui est ciblée et pas toutes, et bien que vous soyez solidaire, ce que vous êtes sans aucun doute, pour faire porter la voix de cette collègue, soit directement, soit comme le disait Philippe Fourcade, soit par la voix des syndicats, ou soit par le biais d'un avocat. Une lettre d'avocat en général, ça fait peur, même à des structures qui sont vastes et voilà, avec des milliers de salariés. Il ne faut pas hésiter, en tout cas, moi je l'ai fait très souvent et j'insiste de manière gracieuse de faire ce type, sauf si effectivement ça prend une ampleur folle. Mais en général, un courrier d'avocat, ça permet vraiment d'ouvrir des chemins en termes de solutions organisationnelles. Il y a donc, comme disait Farida, il faut demander des formations. Il faut demander des formations. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que les assistants sociaux disent « Ah oui, mais on n'a pas le budget, mais on ne peut pas, il n'y a pas les moyens, et c'est que dans un an, on a fini le budget. » Non, quand vous êtes confronté à des difficultés réelles en termes d'organisation de pratiques métiers, eh bien, il faut demander des formations, des sensibilisations avec des professionnels ou en tout cas demander à minima à ce qu'il y ait des procédures en interne et des procédures qui soient rédigées, qui ne soient pas simplement cosmétiques, mais qui soient directement implémentées par l'employeur. Donc, vous, assistants sociaux, vous ne vous contentez pas, et j'insiste, je me répète, mais c'est très important de recevoir des gens qui sont parfois atteints par des risques psychosociaux. Vous êtes vous-même victime de risques psychosociaux. Il faut absolument pas minorer cela. Voilà. J'insisterai sur un dernier point qui est les écrits. Les écrits professionnels des assistants sociaux. Il est déjà 15h14 et je vous remercie vraiment d'avoir suivi, mais j'en aurai vraiment fini dans une minute. Les écrits professionnels, c'est aussi une remontée que j'ai du côté des assistants sociaux en me disant est-ce que ça je peux écrire, est-ce que ça je peux le dire, est-ce que cette information préoccupante je peux la lancer, ou par exemple en matière de violence conjugale, est-ce que je peux rédiger une attestation ou pas? Eh bien oui, vous pouvez le faire, bien évidemment avec une visée objective. L'objectivation des écrits professionnels est très très importante, mais n'ayez pas peur de le faire parce que, encore une fois, même si d'un point de vue déontologique, vous avez une responsabilité, bien évidemment, civile, pénale, administrative, etc.
En général, les assistantes sociales ne risquent rien, les assistants sociaux donc, de manière générale, à mouiller un peu la chemise, ce que vous faites d'ailleurs très souvent, mais que ce soit pour vos collègues ou pour des usagers que vous recevez, parce que vous offrez un éclairage tout particulier sur la situation, puisque, comme l'a dit une des personnes dans le chat, vous êtes souvent la première personne, vous êtes une forme de lanceur d'alerte, la première personne que les usagers vont voir. Donc, vous avez une vision de la situation de la victime, de la personne qui vient vous voir, en tout cas, qui serait victime de tel ou tel acte, soit dans la sphère familiale, personnelle, soit dans la sphère professionnelle, d'un contexte particulier. Donc, n'hésitez pas à attester, c'est très important. Vous avez des modèles d'attestation que vous devez avoir certainement sous le coude, mais que je vous enverrai aussi dans le mail avec toute la documentation post-formation et que vous pouvez déjà télécharger pour la plupart dans l'onglet Files. Mais en tout cas, tout ce qui concerne les écrits professionnels, bien sûr, il y a aussi un grand travail à faire de formation, de sensibilisation, parce que toutes les mesures sociétales, que ce soit la réforme du droit du travail, notamment avec le télétravail ou avec les risques psychosociaux, la réforme de la santé au travail ou tout ce qui a concerné le Grenelle des violences conjugales avec des mesures qui sont encore d'actualité, des nouvelles mesures qui arrivent là en 2021-2022, eh bien, vous devez être formé là-dessus pour savoir, en termes d'écrit professionnel, les responsabilités que vous prenez. C'est-à-dire, j'avais intitulé ce webinaire « Connaissance et reconnaissance du métier d'assistant social ». On a beaucoup parlé de la reconnaissance, mais moi, je vous parle en termes de connaissance et notamment d'une connaissance pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ces connaissances et notamment en l'implémentant dans les écrits professionnels. Eh bien, ça, budget ou pas budget, vous devez demander des formations ou des sensibilisations en ce sens. C'est très, très important parce que même si vous n'engagez pas votre responsabilité de manière directe, une seule fois une assistante sociale a été mise en cause dans toute l'histoire de la jurisprudence et c'était en 2007, donc c'est les calendes grecques et c'est très peu, mais il n'empêche que sur le plan éthique, vous êtes extrêmement précautionneux et c'est tout votre honneur. Mais pour le coup, moi je vous invite à ne pas être trop frileux et à ne pas hésiter à faire des attestations et précisément dans vos groupes d'analyse de pratiques professionnelles, à faire intervenir d'autres professionnels, notamment du droit ou autres, mais pour échanger sur la teneur de ces écrits qui vous engagent souvent et pour lesquels vous avez souvent, et là on va revenir donc à la thématique du webinaire de ce jour, vous avez l'impression que vous allez prendre des risques. Eh bien, les véritables risques, c'est ce que prend l'employeur en ne vous protégeant pas. Et vous, et ce sera mon mot de la fin, en tant qu'assistant social, dans votre pratique métier, où vous devez faire preuve de beaucoup d'empathie et à la fois aussi de courage, de résilience. Voilà, vous devez vous lever le matin en vous disant ce qui s'est passé hier, c'est pas grave, je le mets de côté, je retourne travailler. Comme le disait quelqu'un dans le chat, il y a très peu d'arrêts maladie, il y a très peu d'invalidité concernant les assistants sociaux. Pire encore, certains disaient dans le chat qu'ils ont vu le médecin du travail une fois tous les 15 ans et ça, c'est tout à fait inadmissible. Donc, je veux attirer votre attention à vous, assistants sociaux, dans ma posture d'avocate, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du court de tennis, c'est que les risques que vous avez l'impression de prendre dans votre métier n'est pas ceux que vous avez véritablement identifiés. À savoir que la loi vous protège vraiment au niveau de vos écrits professionnels, sauf à ce que vous preniez des libertés inconsidérées et que vous rentriez dans des considérations éminemment subjectives, ce que vous ne faites pas pour la plupart. Mais les véritables risques que vous prenez, ce sont au sein de l'entreprise. Ce sont des risques métiers et c'est à l'employeur de prendre toutes les mesures pour vous protéger. Voilà, c'était mon mot de la fin. Et Farida, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux rallumer ton micro. Je le fais, oui. Alors, tout à fait, pour en finir sur la question des risques et prendre le mot de la fin, il est vrai que, c'est qu'au-delà de l'individuel, il y a des risques métiers. C'est ça un petit peu, pour reprendre ce que tu disais. Il y a des risques métiers du côté du professionnel, c'est-à-dire, et de l'exercice de ses missions, sur l'implication du métier. Là, il faut se décentrer, c'est plus l'individu, moi, vous ou tel collègue, c'est les risques du métier et les analyser, c'est-à-dire une implication affective, émotionnelle qui est plus approuvée, cette culture du don, poser des mots, le surinvestissement dans les missions, toujours penser de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes, les échecs de la relation par exemple avec l'usager, la non-adhésion, moi j'aime pas ce terme usager mais je le dis, du public, la non-adhésion des personnes, l'empêchement, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, c'était passionnant et il y a tellement de choses encore à dire, mais
être empêché, et c'est souvent ce qui se passe pour plein de raisons, et notamment par rapport aussi à notre employeur, d'être empêché dans l'exercice de ses fonctions, c'est qu'il y a un risque, c'est-à-dire que psychiquement, il peut y avoir des conséquences. Donc ça, c'est ce qui est intrinsèque au professionnel, à lui-même et à sa profession. Puis il y a tous les risques extérieurs, les violences physiques et psychiques, on en a un peu parlé. Là, moi, je suis tout à fait d'accord, quelqu'un l'a dit, il y a une banalisation. Bon, je suis un travailleur social et violenteux, bon, ça fait partie, bon, souvent dans les risques du métier. Eh bien non, on peut être travailleur social et vouloir venir travailler et qu'on lui parle correctement et qu'on ne soit pas. Là, j'ai assisté très vite. Ça fait très longtemps que je n'étais pas allée dans un espace, dans un service social de secteur, j'y suis passée et j'ai vu, de ce que j'ai vu, attention, vous savez très bien, dans ce qu'on voit, c'est quand même différent de ce qui existe. Mais qu'est-ce que j'ai vu avec mes yeux? J'ai vu ce que j'avais l'impression d'être une jeune professionnelle avec quelqu'un qu'elle accompagnait, mais ça se passait dans la salle d'attente, qui lui remettait des papiers, qui essayait d'être dans la bienveillance, mais alors, comme on l'est quand on démarre, je ne dis pas que je ne suis plus, mais différemment, et un monsieur qui était, et je me permets de le dire, parce qu'il faut se le dire, qui était infect avec elle. C'était une horreur dans la communauté. Et elle continuait à être bienveillante. Vous voyez, cette image-là, je l'ai vue encore récemment. Donc, et on a beau dire que la formation change, et c'est vrai, ça on n'en a pas parlé, le recrutement des travailleurs sociaux change, ces formations, les jurys, je suis dans les écoles, et c'est vrai que ça évolue beaucoup, mais ça reste. C'est-à-dire qu'il lui parlait, mais d'une façon où il mériterait qu'on lui claque la porte et qu'on lui dise, monsieur, bon, voilà, parce que c'est le respect minimum. Mais elle était dans une bienveillance qui était assez incroyable. Donc, tous ces risques extérieurs, donc comme violence, physique, psychique, la surcharge de travail, on n'en a pas parlé, les problèmes organisationnels, les conflits de valeurs, parce que tu en as parlé, l'éthique et les valeurs, c'est une profession où on a un code de déontologie, c'est pas pour rien, c'est quelque chose de très, très important. Et ça, c'est un risque parce que dès que l'éthique et les valeurs sont en tension, ça veut dire dès qu'elles sont en contradiction avec aussi ce que veulent nous faire des employeurs ou la culture professionnelle d'un établissement, eh bien là, il y a risque. Il y a risque psychique et de fait, il y a risque psychique, il y a risque physique aussi. Donc c'est vrai que cette notion de risque est, bien sûr, dommage qu'elle soit pas là pour en parler, qui fait partie de ces risques, c'est le traumatisme vicarien qui est là, puisqu'on a tout, à la limite, tous, je suis sûre que tous les membres présents ont accueilli du public qui avait subi des viols, du harcèlement, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, la perte d'un conjoint, qui avait subi dans sa chair. Moi j'ai reçu effectivement des personnes victimes de viols, c'est d'une violence incroyable. Donc moi ce concept, je ne l'ai pas découvert il y a très longtemps, quelque temps, et c'est vrai que je ne suis même pas sûre, et je me questionnais, d'ailleurs on peut peut-être finir là-dessus, est-ce que ce traumatisme vicarien, c'est quelque chose qui est travaillé, qui est exploré, et qui est même dans les écoles de formation, je me suis dit, il faut absolument, qui est présenté, ou sur lequel en tout cas on alerte, parce qu'il est effectivement quand même très présent, il me semble, et tu l'as dit Judith, dans nos professions. Voilà, pour terminer sur ces questions aujourd'hui, et pas trop déborder effectivement. Merci. Merci beaucoup, beaucoup Farida. Donc pour répondre à ta question, non, c'est un sujet qui est massivement ignoré. Il est massivement ignoré de toutes les professions qui sont en contact avec le public. Mais le métier d'assistant social a vraiment cette spécificité. Et je tiens à le dire et à le redire. Souvent, vous savez, dans le schéma des professionnels qui voient une personne, l'assistant social, c'est le premier, l'avocat, c'est le dernier. Donc, l'avocat, il va arriver quand la personne a pu déposer son sac quelque part. Et la grande difficulté aussi du métier d'assistante sociale, c'est pour ça que moi, et j'ai, vous voyez, sans une once de démagogie, parce que vous le savez depuis le temps que je traite ces sujets-là, que je fais les petits déjeuners juridiques et webinaires, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour les assistants sociaux parce que, d'une certaine manière, là aussi, ça n'est pas dans la fiche de poste, c'est qu'on demande en quelque sorte aux assistants sociaux d'être super multicasquettes. C'est-à-dire que les gens viennent les voir. Alors, il faut qu'elles connaissent évidemment toute la partie administrative. Comme tu disais, Farida, la culture de l'entreprise. C'est quoi les spécificités, par exemple, de RPF dans telle ou telle structure. Mais il faut qu'elles sachent, les assistants sociaux soient aussi sachants de la loi, de la procédure judiciaire, vers qui je vous oriente, vers quel professionnel, vers quel médecin, vers quel avocat, vers quelle association. Ce que je veux dire, c'est qu'on demande quand même beaucoup à la base
aux assistants sociaux. Alors, c'est ce qui fait tout je dirais, le sel et le sucre de votre profession, c'est-à-dire c'est ce qui en donne tous ses contours, tout son intérêt, et c'est que la plupart des assistants qu'on côtoie sont des gens très passionnés par leur métier. Mais attention à ne pas se laisser déborder par cet engagement du métier, comme tu disais Farida, ou cette posture qu'on nous impose, comme disait cette jeune femme, qui parce qu'elle a peut-être intégré qu'elle est une assistante sociale, et qu'une assistante sociale, eh ben, ça encaisse la colère des gens, ça encaisse la violence des gens, ça encaisse leur mauvaise humeur, ça, ce n'est pas admissible. Et encore une fois, je vous invite à vous décentrer une toute petite seconde, de vous mettre de l'autre côté du miroir, en vous disant, si c'était un salarié qui venait me voir, en me disant, mon chef est venu me voir et m'a humilié en public lors d'une ou deux réunions en m'insultant, vous diriez, mais attention, solliciter les syndicats, aller voir le médecin du travail, syndrome anxio-dépressif lié au contexte professionnel, etc. Je ne connais pas une assistante sociale, et pourtant, j'en ai vu passer plus de 1000 en 10 ans, qui m'a dit, j'ai posé un arrêt maladie dû à une anxiété au contexte professionnel. Encore moins, je suis allée voir un médecin du travail. Et ça n'est pas normal. Cette distorsion entre la vision que les assistants sociaux ont d'eux-mêmes et la manière dont elles pratiquent leur métier, la vision qu'elles ont de leurs risques, doit changer. Et si ce webinaire vous a donné de la matière pour réfléchir à cette notion de risque inhérente à votre métier, que ce soit dans l'accès à la connaissance métier, à la formation, à la sensibilisation, qui doit être beaucoup plus fréquente, beaucoup plus régulière avec différents intervenants pour enrichir votre pratique et pour que vous ne vous posiez pas trop la question « je dois » ou « je ne dois pas », et en même temps que de la reconnaissance du métier. Si ce webinaire vous a permis d'évaluer, en tout cas de repenser ou de penser par le futur à cette notion de risque inhérente à votre métier sur le plan de la connaissance ou de la reconnaissance, eh bien Farida et moi-même, on aura rempli notre mission du jour. En tout cas, n'hésitez pas, c'est un sujet qui nous passionne, comme vous le voyez. On va essayer de structurer des choses là-dessus. On voulait même monter une sorte de groupe de travail ensemble sur l'avenir du métier d'assistant social, mais pas qu'entre assistantes sociales, pour justement se départir des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, mais justement avec différents services de l'entreprise privée au public pour permettre de penser et de repenser le métier d'assistant social sous le regard d'autres professionnels et des autres services des structures de l'entreprise, du privé ou du public. Voilà, j'en ai terminé. On a débordé quasiment d'une demi-heure, mais vous êtes quasiment tous restés. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à m'écrire pour me dire si vous souhaitez aborder tel ou tel thème de manière plus précise, un thème inhérent à votre pratique professionnelle. Je programme d'ores et déjà 12 nouveaux webinaires de janvier 2022 à juin 2022. Donc, il y aura de la place pour traiter de thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à me remonter certains souhaits pour des webinaires. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et Farida, merci beaucoup pour ton intervention extrêmement riche. Et on se dit à très vite. Et si vous souhaitez vous inscrire à nos nouveaux webinaires, n'hésitez pas, toujours sur la page webinaire Petit Déjeuner Juridique du cabinet www.buchinger-rubin.com, ou si vous souhaitez faire bénéficier les personnes que vous recevez, alors j'aime pas dire usagers parce que je trouve ça pas très joli comme expression, mais d'une consultation juridique gratuite, n'hésitez pas, vous pouvez leur envoyer un bon de consultation où ils peuvent prendre rendez-vous en ligne. Et souvent les assistants sociaux, je me permets de dire, me demandent, est-ce que moi je peux utiliser le bon de consultation? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser le bon de consultation, que ce soit pour des problématiques personnelles ou aussi, je dirais même surtout, pour des problématiques professionnelles, n'hésitez pas. Et comme je vous dis, je suis à vos dispositions de manière tout à fait gracieuse si vous avez besoin d'un courrier d'avocat un petit peu tonique pour faire bouger les choses en interne. Voilà, 15h29. Merci à tous. Merci Judith et merci à tous et merci pour ces échanges. Je le glisse rapidement mais passionnant et qui dénote d'un vrai intérêt, d'un vrai sens, et d'un travail vraiment futur qui peut effectivement s'engager, qui va enrichir aussi nos réflexions. Et c'est très, très intéressant. Je suis très contente de vous lire et je vous dis à très bientôt. Passez également de bonnes fêtes et merci beaucoup pour cette attention et ces échanges de nouveau. Au revoir. Merci Farida. Au revoir et à très vite. Au revoir.